Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui où je vais vous parler comment j'ai perdu 150 000 euros sur ma surélévation, mon premier projet de surélévation à Toulouse. Donc j'ai décidé de structurer la vidéo de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous recontextualiser un petit peu le projet, pourquoi je l'ai acheté, à quel moment dans ma carrière d'investisseur il est arrivé. Dans un deuxième temps, on va voir les points qui m'ont fait perdre cet argent-là, les éléments que j'avais pas chiffrés, sur lesquels je me suis mal débrouillé. Et dans un troisième et dernier temps, je vous expliquerai comment j'ai réussi à faire pour finaliser ce chantier et maintenant pouvoir également passer à d'autres chantiers, à d'autres projets et continuer à aller de l'avant. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, vous avez dans la description le lien vers une formation 100% offerte qui dure 2 heures dans laquelle je vous explique comment trouver un bien rentable, comment analyser un marché et trouver un bien au sein de ce marché. Dans un deuxième temps, on verra comment se le faire financer et enfin les étapes et éléments importants pour passer de 1 à 10 biens immobiliers au cours des 3 prochaines années. Pour recontextualiser un peu le projet, c'est un immeuble que j'ai acheté en début 2022, donc j'ai je crois signé l'acte en janvier 2022, j'ai plus la date exacte, et s'en est suivi ensuite une phase préalable d'administratif, c'est-à-dire qu'on a posé les permis de construire avec un architecte, fait les études de sol et fait toute la partie préalable au projet. Donc ça a pris forcément quelques mois. Alors l'architecte en un mois, je crois qu'il m'a sorti à peu près le permis de construire, ça n'a pas été très long. Par contre derrière, étant donné qu'on est dans une zone classée, donc zone ABF, Architecte et Bâtiments de France à Toulouse, le délai d'instruction du permis est passé de 3 mois à 4 mois. J'ai réussi à gratter un petit peu parce que je me suis tout simplement pointé au culot à l'urbanisme pour rencontrer le responsable des ABF justement qui donne son aval sur les projets. Donc l'architecte, lui, est là pour veiller à ce que le projet respecte le code de l'urbanisme, respecte le PLU, le plan local d'urbanisme de votre ville. Par contre, les ABF sont là et ont le dernier mot sur votre projet pour s'assurer de la cohérence esthétique d'un quartier. Donc ça c'est la théorie, hein. Bien évidemment, vous vous baladez en ville, vous voyez un immeuble avec des fenêtres PVC blanches dégueulasses et l'autre immeuble qui vient d'être fait avec des fenêtres en bois, petits carreaux, parce que c'est ce que les ABF exigent. Donc la cohérence, elle est qu'en théorie, encore une fois, vous l'avez très peu à mon sens sur le terrain dans n'importe quelle grande ville. Mais voilà, le rôle, on va dire, des ABF aujourd'hui, c'est de veiller à la cohérence et à faire des bâtiments qui sont beaux visuellement à regarder. L'archi est là, lui, pour faire respecter les règles d'urbanisme. Donc, en zone ABF, c'est les patrons des ABF qui ont les derniers mots. Donc là, je me suis pointé pour voir ces personnes-là, là, le responsable de l'ABF, enfin le responsable ABF qui s'occupait de mon secteur. Et j'ai réussi, je pense, à faire bonne impression et à faire passer mon dossier tout simplement sur le haut de la pile des dossiers. Donc ça m'a permis d'avoir un retour validé du permis de construire au bout de 2 mois. Ce qui honnêtement aujourd'hui, alors je m'en vante un petit peu, mais c'est un exploit parce que toutes les personnes que j'ai autour de moi qui posent des permis en général prennent au moins les 3 mois, voire le 4e mois qui est donné quand on est en zone ABF. Suite à ça, on a 2 mois de recours de tiers. Donc le permis est accepté, mais il faut l'afficher sur son bâtiment pour laisser la possibilité au voisinage de porter réclamation s'ils estiment que leur projet va porter atteinte à leur habitation, à la valeur de leur habitation, ou alors ne respecte pas un élément du code de l'urbanisme. Donc là encore, d'où l'utilité de passer avec un architecte pour avoir cette garantie-là. Donc j'ai pas eu de recours de tiers, tout s'est bien passé et on a pu commencer le chantier. Donc on a vu qu'entre l'acte et entre le début de chantier, il s'est passé un peu plus de 6 mois. Donc pendant ces 6 mois-là, mine de rien, alors oui, j'avais un crédit qui avait une période de différé, donc c'est-à-dire que je suis en différé partiel, donc je paye que les intérêts, mais je paye quand même, mine de rien, sur ce crédit-là, quasiment 900 euros d'intérêt par mois. Donc déjà, j'ai eu ces 6 mois de délai administratif, on va dire. Alors, je m'y attendais, honnêtement, j'avais même prévu un peu plus, donc jusqu'à là, il n'y avait pas forcément beaucoup de surprises. On a commencé ensuite par faire la surélévation, donc faire toute la phase de gros œuvres. On a déposé l'ensemble de la toiture, ils ont remonté toute une ceinture en maçonnerie pour faire monter le bâtiment, et une fois que la partie surélévation avait été faite, ils ont pu refaire la charpente. Donc mettre ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air. Ça a pris également un peu plus de temps que prévu et on a déjà eu les premiers imprévus. À ce moment-là, pour tout vous dire, je pensais encore pouvoir garder l'escalier de partie commune qui montait dans les étages parce qu'il n'était pas en mauvais état. Il y avait les 2-3 premières marches à refaire, mais un menuisier aurait refait ça assez facilement. J'arrive un jour sur le chantier, il n'y a plus d'escalier, il n'y a plus rien, tout a été vidé, parti à la déchetterie. Bon, la boîte qui fait la surélévation me dit qu'il était en très mauvais état, qu'on ne pouvait pas le garder.
Bon, de toute façon, ils avaient que ça à me dire, entre guillemets, étant donné que bah, j'avais la surprise sur le moment en arrivant qu'il n'y avait plus d'escalier. Donc première chose, vous vous en doutez, hein, ça va coûter de l'argent de refaire un escalier de partie commune. Je vous en parlerai plus tard là, du résumé des coûts supplémentaires que j'ai eu, mais déjà je me suis dit, là va y avoir un billet supplémentaire. Autre billet supplémentaire, je pensais pouvoir garder, et la boîte de surélévation et le bureau d'études aussi au début, pensaient pouvoir garder les planchers. J'avais donc le plancher du premier étage qui séparait le rez-de-chaussée et le premier, et le plancher du deuxième étage qui séparait le premier et deuxième étage. Alors le plancher du deuxième étage, je savais qu'il allait falloir l'enlever tout simplement, qu'il allait falloir le refaire, mais je pensais pas qu'il fallait refaire celui du premier étage. Donc là encore, je me suis dit, oula, quand ils m'ont dit ça et qu'ils pouvaient pas garder le plancher, de toute façon, t'as pas trop le choix, parce que le bureau d'études émet son rapport, émet ses conclusions, en disant que la partie structurelle du bâtiment est trop légère pour accueillir la surélévation, et donc il va falloir refaire les planchers. Donc là, soit tu acceptes de mettre 6 000 € par plancher et tu continues ton projet, soit tu les mets pas et tu revends un bâtiment sans plancher, sans rien, avec 4 murs, donc là autant te dire que tu te fais allumer parce que ça ne vaut plus rien, on va dire, aux yeux du grand public. Donc les planchers ont été faits, et une fois qu'on est arrivé sur la charpente, on a eu à nouveau une nouvelle surprise où on s'est aperçu apparemment, selon les conclusions du bureau d'études, que il fallait faire des poutres de renfort, enfin des éléments de maçonnerie importants pour la pérennité du bâtiment dans le temps. Donc encore une fois, j'ai eu le bureau d'études qui m'a dit si vous ne le faites pas, nos garanties décennales ne s'appliqueront pas sur votre projet. Donc là encore, alors j'étais un petit peu, je vous la fais courte, hein, je vous résume le projet rapidement, j'avais un peu les boules, parce que pour moi, c'est des éléments qui auraient dû être étudiés avant. Là, encore une fois, mon inexpérience m'a coûté cher, parce que je pense qu'aujourd'hui, je dois refaire le même projet. Je pense que je vais beaucoup plus insister sur ces points-là, alors que là, j'avais tout simplement dit dès le début, écoutez, moi c'est mon premier gros projet structurel, comme ça, un gros projet de surélévation où il y a du gros œuvre. Je ne sais pas, c'est vous, vous êtes les sachants, je m'en remets à vous, je vous fais confiance, et essayez vraiment de cadrer au maximum pour éviter justement de devoir réouvrir des portes qu'on aurait fermées avant, tout simplement, ou des sujets qu'on pensait traiter. Bon, encore est-il que ça n'a pas été convenu, ça n'avait pas été prévu, donc là encore une fois, il y a eu des travaux de maçonnerie supplémentaires qui m'ont coûté un gros billet. Donc là je me dis, bon, c'est bon, on va commencer à arriver au bout des surprises, la surélévation est faite, on est couvert, je suis hors d'eau, hors d'air, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Et là, on va dire où j'ai, moi, mon erreur, où je m'en veux le plus parce que j'aurais pu la détecter, et en même temps, c'est aussi une faute de la part de la boîte de surélévation, ça a été sur toutes les décorations extérieures. Sur le permis de construire, il a été accepté avec une certaine décoration en extérieur, hein, donc autour des fenêtres, faire des petits encadrements en briques, des corniches qui soulignent les différents étages, donc forcément, quand on monte d'un étage de plus, bah, il faut refaire une corniche, etc., etc. Ça n'avait pas été compté. Ça n'avait pas été compté, donc encore une fois, je reçois un coup de fil de la part du patron de la boîte qui me dit « Ouais, ben on n'avait pas compté ça, on avait juste prévu d'enduire la façade, mais pas de refaire les décorations. » Et je lui dis « Ouais, mais en fait, ça a été accordé dès le début, enfin, le permis de construire qui a été accordé, que je t'ai donné le jour où tu as commencé le chantier, c'était déjà écrit dessus. » Donc là, négligence de sa part, négligence de la mienne. Encore une fois, là, je ne cherche pas d'excuses, hein, j'assume et je prends toutes les responsabilités là-dessus. Ça a été alors, pas un manque d'attention de ma part ou un manque de travail, parce que je veux dire, j'ai passé du temps à éplucher les devis, mais tout simplement une méconnaissance des étapes que ça allait demander. Et moi, j'ai vu un poste sur le devis enduit avec pas mal de lignes, des termes techniques, honnêtement, que j'ai pas forcément toujours compris parfaitement. Pour moi, en fait, c'était inclus dedans, c'était implicite que tous les éléments de déco sur la façade allaient être faits. Bon. Donc là encore, on est arrivé dans une impasse où, bon, là, je vous avoue que c'est monté un petit peu en termes de voix, mais encore une fois, j'avais pas 36 solutions. Soit le bâtiment, je ne payais pas plus et j'avais juste un enduit de façade lisse, et auquel cas, je pense que les ABF ne m'auraient pas livré la conformité du bâtiment. Donc si tu n'as pas la conformité, ça veut dire que ça ne respecte pas le permis de construire. Donc tant que tu n'as pas la conformité, ils peuvent théoriquement te demander de démolir ton bâtiment ou de reconstruire à l'origine. Donc autant te dire, tu viens de faire une surélévation, s'il faut repéter un étage pour revenir sur un bâtiment pourri de 2 étages de moins, bon, bah c'est compliqué. Enfin, c'est même pas possible, en fait, c'est pas entendable. Donc est-ce que l'urbanisme, les ABF m'auraient réellement demandé de détruire le bâtiment si j'avais pas
fait les décorations de façade? Je ne sais pas, pour être honnête. J'ai posé la question à des amis marchands de biens, promoteurs, et eux-mêmes n'ont pas de certitude. Alors, encore une fois, ils me disaient oui, ils peuvent ne pas te livrer la conformité, te faire chier pendant quelques mois, années, jusqu'à ce que tu aies mis une petite décoration en façade, mais ils vont pas te demander de détruire le bâtiment. Bon, encore une fois, j'ai pris la décision à ce moment-là de quand même payer la société en plus pour faire ces décorations de façade, étant donné qu'on avait les échafaudages déjà installés, que c'était l'équipe sur le chantier, et encore une fois, je me suis permis quand même de faire un autre devis aussi de la part d'une autre entreprise de façade, qui était plus élevé que le devis que l'entreprise m'a proposé, et où le patron, le gérant m'a dit, en étant un peu embêté, il m'a dit écoute, je suis désolé qu'on soit dans cette situation, en effet c'est également un oubli de ma part, donc je fais aussi un petit effort là-dessus. Mais quoi qu'il, ça m'a coûté également un autre billet. Et en plus de toutes ces petites surprises sur le gros œuvre, j'ai eu une surprise, on va dire, sur la partie électrique, sur la partie colonne électrique, où j'ai eu un devis d'Enedis qui était plus salé que ce à quoi je m'attendais, donc encore une fois ça a fait un petit élément, un surplus en plus. Donc maintenant, on n'oublie pas, le titre de cette vidéo, je vous ai dit que ça m'avait fait perdre 150 000 euros. Pourquoi j'ai dit ça? Le projet, c'est un projet où j'avais 450 000 euros de financement, travaux inclus. Donc c'est un projet que j'ai bien acheté, certes, mais l'enveloppe travaux n'était pas suffisante dès le début, et ça je le savais. Dès le début, j'avais à peu près 50-60 000 euros de budget travaux, et j'avais prévu de rajouter 50 000 de plus. Donc ça, ces 50 000 de plus, ça allait être de la trésorerie perso que j'allais sortir, mais pourquoi je voulais sortir cette trésorerie en perso? Parce que si je prenais 500 000 de crédit, au moment où j'ai pris le financement pour ce projet-là, en 2022, je n'avais pas la possibilité de prendre plus que 450 000 euros. Ce sera à refaire maintenant, forcément, le but c'est pas sortir sa trésor, donc je prendrai plus en financement, étant donné que j'ai un peu plus d'assises, plus de bilan, plus d'antériorité, mais ce n'était pas le cas en 2022. Donc la banque m'a limité à 450 000 euros de crédit. J'ai pris ces 450, je voulais rajouter 50 de ma poche, sauf que là, avec tous les surplus qu'il y a eu, on en a eu pour... j'en ai eu, je dis on, mais là c'est moi qui ai sorti ces sommes-là, j'en ai eu pour 51 000 euros d'excédent. Donc, pour vous refaire le détail, j'ai eu donc les deux planchers à 6 000 euros pièce, donc 12 000 euros de plancher à refaire. J'ai eu l'escalier de partie commune à 11 000 euros TTC. J'ai eu les décorations de façade à 10 000 euros, on est à 10 000 et quelques, mais bon, on est sur 10 000 euros. Les travaux supplémentaires dont je vous parlais avec les plots, les poteaux béton là, pour renforcer le bâtiment, ça m'a coûté 9 000 euros. Et au niveau de l'électricien aussi, j'en ai eu pour 5 000 euros de plus. Donc là, même en refaisant les calculs, on est à plus de 51 000, on est à 55, 56, 57 000. Donc on est à 57 000 euros de plus déjà de travaux que je n'avais pas prévus. Donc je pensais qu'avec 100 000 euros, 120 000 euros, je pensais à peu près pouvoir arriver au bout du projet, ce qui était maintenant avec du recul un peu utopique. Et on voit que j'ai 57 000 euros de manquant. Donc déjà, là encore une fois, j'ai dû sortir cet argent en plus. Donc, alors, les 50 premiers milliers d'euros, je vous dis, ils étaient prévus. Je l'ai mis dans le titre pour faire un peu, pour attirer les clics, mais c'est pas réellement de la, encore une fois, et puis même tout cet argent-là, ce n'est pas de la perte, c'est de l'investissement, je l'ai injecté dans mon bâtiment, qui aujourd'hui vaut quand même aussi une grosse somme d'argent. Mais ces 50 premiers milliers d'euros, on va dire, ok, ils étaient comptés, ils étaient prévus. J'ai eu les 57 000 euros de plus, mais j'ai également eu du délai en plus. J'avais prévu 1 an de chantier à compter du premier coup de pioche. Donc on avait eu 6 mois de délai administratif, j'avais compté 1 an pardon, de travaux derrière, donc 1 an et demi. Sauf que là, je suis à 2 ans de projet. À l'heure où je vous fais cette vidéo, le bâtiment est quasiment finalisé, il reste quelques détails et on est à 2 ans de projet. Donc, j'ai quand même 6 mois de trop par rapport à ce que j'avais prévu. Alors là, encore une fois, je pense que c'est un peu de l'inexpérience d'avoir pensé qu'en 1 an, ça allait pouvoir être entièrement fini. Pour en avoir discuté avec des amis marchands de biens plus expérimentés, plus âgés, ils m'ont dit 2 ans avec le délai de permis de construire, 1 an et demi de construction. En général, sur ce genre de projet, c'est vraiment le tarif, tout simplement. Donc, bon, encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'ai quand même pris 6 mois de plus que ce que j'avais prévu. Aujourd'hui, cet immeuble, c'est un immeuble qui va me générer environ 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, on est quand même sur un manque à gagner d'un peu plus de 40 000 euros. Donc là, encore une fois, j'ai 57 plus 40 000 euros de manque à gagner. Alors, le manque à gagner, je suis d'accord avec vous, c'est pas une perte sèche, c'est pas un virement que je fais sortant de mon compte, mais c'est quand même de l'argent qui ne rentre pas.
Il faut pas oublier que pendant ces 2 ans, donc pendant 24 mois, j'ai quand même payé quasiment 900 € par mois d'intérêt. Donc ça, encore une fois, j'ai même pas fait le calcul, mais il y a quand même quasiment 20 000 € de mensualité, enfin plus de 20 000 € de mensualité qui sont partis. Alors, je suis encore dans ma période de différé, pour tout vous dire, j'avais 2 ans et 6 mois, j'ai 2 ans et demi de différé sur ce projet. Donc il me reste encore un petit peu de différé, donc il me reste un peu de temps avant de commencer à payer le capital de cette mensualité, mais j'ai quand même 900 € par mois d'intérêt qui sont sortis depuis 2 ans. Donc ça, vous voyez, je ne l'ai même pas compté. Donc si on fait les comptes, j'ai mon bâtiment, donc j'avais mes 450 de crédit, il y a 50 qui sont partis dans les travaux, j'avais mes 50 que j'avais prévu de sortir en plus que j'ai sorti, il y a 57 000 € d'imprévus que j'ai dû sortir en plus, et il y a ces 42 000 et quelques euros de manque à gagner, plus ces 20 000 € de manque à gagner, donc on est quasiment, enfin de dépenses d'intérêt. Donc ces 57 000 € de plus avec les 42 000 € de manque à gagner et les 20 000 € de mensualité que j'ai payé pendant ces 2 ans, ça fait 119 000 € de plus. Comme je vous l'ai dit, il y a les 50 000 € que j'ai sortis en plus, donc on est quasiment à 170 000 € sortis de ma trésorerie perso. Donc je vous fais cette vidéo, alors non pas pour vous dire, regardez, j'ai réussi à sortir 170 000 € de mes comptes perso, je vous assure que c'est pas une fierté. Pour moi, j'ai pas été bon sur ce projet parce que j'étais un peu limite en termes de budget au début, donc j'ai fait le choix de ne pas prendre de maître d'œuvre, de ne pas prendre d'archi sur la partie plan intérieur, et forcément ça a engendré des discussions, des sujets, des oublis, des zones d'ombre sur le projet qui auraient pu être abordés plus tôt. Donc même si il y aurait certainement eu des avenants, des petits billets à mettre en plus avec un maître d'œuvre, ça aurait été certainement plus contrôlé et en tout cas plus anticipé. Si j'avais su dès le début que j'avais 170 000 € à sortir, pour tout vous dire, je pense que j'aurais pas fait le projet. Maintenant, avec du recul, j'ai aussi pris une expérience monumentale sur la gestion de chantier et sur le métier du bâtiment. Aujourd'hui, sincèrement, il n'y a plus beaucoup de chantiers qui me font peur, étant donné le chantier que j'ai fait. Sincèrement, j'essaierai peut-être d'illustrer cette vidéo avec quelques photos. Mais le projet était fou dans le sens où je me suis retrouvé à un moment dans mon bâtiment, il n'y avait plus que les 4 murs, il n'y avait plus de toit, plus de plancher. Et je me suis dit, waouh, j'espère que je me suis pas trompé, parce que là, ça peut vite devenir la merde. Donc je vous dis, des fois, c'est bien aussi de pas trop savoir dans quoi on met les pieds. Maintenant, encore une fois, je vous recommande quand même, surtout si c'est vos premiers projets, de vraiment être très attentif sur vos chiffrages, sur vos devis. Moi, j'ai été, alors, non pas négligent, mais un petit peu méconnaissant, hein. Je pense qu'encore une fois, j'ai tout simplement fait des oublis qu'aujourd'hui je ne ferai plus, mais qui, avec un peu de recul aujourd'hui, m'ont apporté énormément d'expérience. Et ces 170 000 € de trésorerie perso que j'ai dépensé, on va dire que j'ai acheté de l'expérience. Et ça, c'est de l'expérience par contre que j'ai emmagasiné, que je vais garder pour mes 20, 30, 40 prochaines années où je vais continuer d'exercer. Donc, c'est des compétences, c'est de l'expérience que je vais traîner avec moi toute ma vie. Donc ça, c'est super. Et in fine, encore une fois, d'où l'importance de vraiment bien acheter ses projets, de ne pas acheter au-dessus du prix du marché et même de réussir à acheter bien en dessous. C'est que même avec ces surplus, même avec ces 57 000 € de surplus tout simplement, le projet est quand même rentable. Le projet est ultra rentable et encore une fois, alors oui, j'ai 42 000 € de manque à gagner, j'ai 20 000 € de mensualité que j'ai déjà payé, mais on va dire que les mensualités que j'ai payées, ça fait partie du crédit, même si là encore une fois c'était que mes intérêts, mais ça fait quand même partie du crédit. Le manque à gagner, bon, c'est pas de l'argent réellement que j'ai sorti, donc en vrai surplus imprévu, j'ai 57 000 €. Donc même avec 57 000 € de plus, vu le prix auquel j'avais acheté mon projet, il n'y a pas de discussion, le projet est archi rentable et que je revende, que je loue, tous les modes d'exploitation permettent de s'autofinancer, permettent de ne pas perdre d'argent, et même si demain je veux revendre, de prendre, j'ai à peu près 40% de plus-value à prendre sur ce bâtiment. C'est un bâtiment qui, in fine, me revient, on va faire une grosse enveloppe à 500 000 €, qui vaut aujourd'hui 900 000 € si je fais une revente à la découpe sur le marché, au prix du marché, sans vouloir mettre d'énormes cartouches. On est voilà, sur un bâtiment qui va pas forcément toucher le million d'euros, mais qui en est proche. Il y a des travaux de piétonisation dans la grande rue principale qui est juste à côté, qui seront finis dans 1 an. Je pense que dans 5 ans, ce quartier aura pris largement en valeur, va encore énormément évoluer à Toulouse. C'est le quartier Saint-Michel pour ceux qui connaissent. Donc mon bâtiment, je pense, passera le million d'euros de valorisation assez facilement dans un délai de 5 ans. Donc même avec le surplus, ce projet est ultra rentable. Donc pour conclure cette vidéo, retenez de vraiment essayer de chiffrer vos chantiers le plus précisément possible. C'est bien de faire des prorata, de prix au mètre carré, etc. Quand vous faites du petit second œuvre, il y a
pas forcément trop de surprises. Tu fais du second œuvre, tu arrives dans un appart, tu prends un forfait à 1000 € du mètre carré, il y a 20 mètres carrés, 20 000 € de chantier, globalement à 1000 ou 2000 € près, tu vas y arriver. Maintenant, quand on rentre sur des gros chantiers comme ça où il y a du gros œuvre, oui, il y a les 1000 € par mètre carré pour faire le second œuvre, pour faire la rénovation des appartements, mais tout ce qui va être les planchers, tout ce qui va être maçonnerie, tout ce qui va être gros œuvre, forcément, engendre des gros coûts supplémentaires qui ne sont pas inclus dans ces 1000 € du mètre. Donc si vous construisez, on parle souvent de 2000 € du mètre, mais encore une fois, avec la hausse des matériaux, avec tout ça, aujourd'hui, moi je partirais plus sur du 2300, 2400 € du mètre, fini, construit. Donc encore une fois, faites l'effort de préparer vos projets comme il se doit. Si vous êtes sur un petit studio, un petit chantier, encore une fois, c'est confortable de commencer petit. Moi, j'ai fait ça et je continue même aujourd'hui en parallèle des immeubles d'acheter des petits appartements de 20 mètres carrés dans lesquels je mets un artisan. Le chantier, ça me coûte 17, 18 000 €. Je sais que je maîtrise mes coûts, même si j'ai un imprévu, ça va pas me mettre en difficulté, ça va pas être un imprévu à 150 000 €. Donc, encore une fois, attention sur les projets sur lesquels vous vous lancez, de bien chiffrer vos travaux, parce que vous pouvez réellement vous mettre dans la merde, en fait, avec des devis, des travaux mal estimés, des devis mal construits, mal estimés, tout simplement. Ces problèmes-là peuvent engendrer déjà des problèmes financiers, peuvent engendrer des problèmes de rénovation, donc il y a des travaux qui vont être mal faits, qui vont vous demander de ressortir des frais 2 ans, 3 ans après parce que la plomberie aura pété ou que des éléments auront été mal faits. Et en plus de ça, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment ne faites pas d'achats émotionnels, faites uniquement des achats pragmatiques. Et si vous vous positionnez sur un produit, c'est que ce produit est sous-évalué par rapport au prix du marché, que vous avez réussi à passer une négociation. Et pour vous donner un ordre d'idée, une négociation qu'il est possible de faire, à l'heure où je vous fais cette vidéo, je viens de signer une offre sur un immeuble qui était affiché 550 000 €. J'ai fait une offre à 380 et on a trouvé un accord avec le propriétaire à 410. Donc de 550 à 410, j'ai quand même 140 000 € de gagné sur ma négociation. Donc on est quasiment à 25% du prix. Donc soit vous achetez des produits que vous avez réussi à négocier, peut-être pas forcément à chaque fois de 25%, on s'entend, mais des produits qui ne sont au prix, voire en dessous du marché, mais n'achetez surtout pas des biens au-dessus du prix du marché, parce que si vous avez le moindre surplus, vous savez que vous allez vous coller une enclume à la cheville, et si vous avez un problème de main, vous allez revendre, mais moins cher que le montant du crédit que vous allez avoir emprunté pour cet achat. Si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'aller plus loin, comme je te l'ai dit en début de vidéo, dans la description de cette vidéo, tu as un lien qui t'amènera vers une formation offerte de 2 heures dans laquelle je t'explique comment je fais pour trouver mes bonnes affaires, me les faire financer et tous les conseils et toutes les petites clés, les petits secrets dont tu as besoin pour passer de 1 à 10 biens immobiliers sur les 3 prochaines années. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. À t'abonner, ça soutient énormément la chaîne et l'algorithme YouTube, ça me permet de donner beaucoup plus de visibilité. C'était Mathéo, je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je te dis à la prochaine, ciao ciao.